Changer le monde, ça vous parle? On y croit toujours, hein. On n'est pas à l'UMA et à la fête de l'UMA pour rien. Eh bien là, on va accueillir l'un des grands penseurs quand même depuis très longtemps, de la manière, des possibilités, des freins de changer le monde. Roland Gori, psychanalyste, universitaire, l'un des initiateurs, sinon l'initiateur de l'appel des appels, vous vous souvenez, hein? Voilà, c'est un grand format, un échange, et je cède la parole à Aurélien Souchère, qui est journaliste à l'Humanité et secrétaire national adjoint des Amis de l'Humanité. Bienvenue, Roland. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, et pour ceux qui étaient déjà là, faut pas dire le stand, c'est une nouveauté, faut dire l'espace des Amis de l'Humanité. Donc bienvenue pour cette rencontre avec Roland Gori. Nous avons le grand plaisir de te recevoir. Donc Jean-Emmanuel l'a dit, psychanalyste, mais aussi initiateur de l'appel des appels, et une actualité très fournie cette année, puisque en janvier, il y a eu la sortie de ce livre, La fabrique de nos servitudes, que vous pourrez trouver dans les espaces librairies de la fête. Et il y a aussi en ce moment sur grand écran, il y a eu ton arrivée sur grand écran, avec un film de Xavier Gaillan qui s'appelle Roland Gori, une époque sans esprit, qui est actuellement au cinéma, donc vous pouvez y aller dans les salles où c'est diffusé. Alors l'esprit, on va essayer d'en avoir aujourd'hui, et on va même dialoguer sur ce qui nous empêche d'agir, sur ce qui nous bloque ou annihile le passage concret à l'action, même quand on pense avoir de l'esprit, même quand on a analysé le monde et identifié ses injustices. La rencontre est ainsi intitulée « Résistance au changement, qu'est-ce qui nous empêche de rendre le monde meilleur ?» Oui, qu'est-ce qui nous en empêche ? Partout, les urgences climatiques, écologiques, sociales, économiques, démocratiques sont criantes, elles sont devant nous, et pourtant nos réactions collectives restent insuffisantes. Je ne parle pas de réactions individuelles ou de réactions collectives à petite échelle, mais à grande échelle, en tout cas à l'échelle dont nous avons besoin pour changer le monde, ça reste insuffisant. Pourquoi ? Pourquoi alors qu'on a tous conscience de la catastrophe climatique qui se prépare et de ses multiples répercussions ? On a tous vécu un été avec des records de sécheresse, on l'a tous constaté, on s'est dit, il faut bouger, est-ce qu'on va bouger ? C'est pas sûr. Souvenez-vous aussi, en mars 2020, le premier confinement, on parlait à l'époque du monde d'après. On se disait tous, cette fois-ci, on a bien compris ce qui s'est passé, on a bien compris les absurdités du monde et du système. Quand on pourra tous sortir, tous ensemble, ça va être la ruée, on va tout changer, ce sera le monde d'après, et puis finalement, le monde d'après, il n'est toujours pas arrivé. Donc peut-être qu'il arrivera un jour, l'histoire avance en sous-marin, des fois elle nous surprend, mais pour l'instant, ça avance pas ou ça avance peu. Et donc la question, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des freins qui s'imposent à nous, on va en parler, mais est-ce qu'il y a aussi des freins qui sont en nous ? C'est ça un des sujets de la rencontre. Est-ce qu'on est quelque part hostile au changement véritable ? Alors Roland, tu dis qu'il faut qu'on change nos habitudes et nos habitus. Est-ce que c'est si difficile que ça, même quand on a conscience des enjeux et même quand on a la conviction qu'on est dans le camp, enfin je ne sais pas si le camp c'est le bon, mais qu'on fait partie de ceux qui veulent changer le monde ? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup Aurélien de tes questions, de leur pertinence, de leur formulation. Merci aux Amis de l'Humanité de m'inviter à prendre la parole. Et quand je suis aux Amis de l'UMA, j'ai toujours une pensée pour mon grand ami Charles Sylvestre, qui, je sais, va arriver incessamment sous peu. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un mot compliqué, je sais comment. D'abord, ce qui est très important, c'est le mot « empêcher » que tu as employé. Qu'est-ce qui nous empêche ? Empêcher, étymologiquement, ça veut dire tomber dans un piège, ça veut dire être entravé. Ça veut dire être finalement pris dans quelque chose qui nous empêche d'agir. C'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique ne procède pas par l'interdit, par la censure. Puisque quand quelque chose est interdit, ça veut dire que le reste est permis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne par des dispositifs, des procédures d'empêchement. C'est-à-dire qu'effectivement, on rend compliquer les choses de manière à limiter le pouvoir d'action des individus et des citoyens.
La liberté, Pierre Leroux, au XIXe siècle, il la définissait comme la capacité d'agir. Eh bien, nous sommes effectivement empêchés, c'est-à-dire entravés dans nos capacités d'agir. Alors, comment est-ce que nous sommes empêchés et entravés? C'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple dans la mesure où, justement, aujourd'hui, tu as parlé d'habitude et d'habitus. L'habitus, c'est un concept du sociologue Pierre Bourdieu qui est extrêmement important parce que, justement, il ne fait pas basculer les choses du côté de la psychologie ou du côté de la sociologie, mais il montre que c'est inséparable pour les individus et pour les structures sociales. L'habitus, c'est une disposition à agir et à penser d'une certaine façon. C'est une manière d'être au monde, si vous voulez. Et cette manière d'être au monde, elle est d'abord dans les structures sociales, elle est d'abord dans les normes sociales, elle est d'abord, bien sûr, dans les dispositifs sociaux. Mais en même temps, elle est en nous. Bourdieu disait « l'État, il est en nous ». Nous l'avons malgré nous avalé. Même par le biais de l'agenda, de l'almanach, etc., nous avons avalé des structures de l'État. Donc l'habitus, c'est une habitude que les individus ont parce qu'ils ont incorporé, intériorisé les structures sociales. Alors on va faire vite, on va faire simple. Les structures sociales, par exemple, si on prend l'exemple que tu nous as donné de la Covid, la Covid, il faut bien voir que ce n'est pas que le virus. La maladie, l'épidémie, ce n'est pas que le virus. Il va de soi que c'est l'état d'impréparation dans lequel nous étions, dans tous les États, du fait d'une mondialisation marchande qui ne s'est pas accompagnée de protection sociale et de protection sanitaire. Donc nous étions à poil, pour dire les choses simplement. Et donc quand le virus est venu nous contaminer, eh bien, nous n'avions pas de masques, de bouteilles d'oxygène, de réactifs de test, etc. Mais pourquoi? Parce que leur fabrication avait été externalisée pour des raisons de moindre coût social. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le virus qui nous a atteints, mais c'est les capacités que nous avions de réagir, de traiter justement cette atteinte par le virus. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais on sait également que le virus, les virus, les bactéries, etc., ce n'est pas simplement quelque chose qui apparaît comme ça, c'est quelque chose qui est produit par la modification de notre biotope, c'est-à-dire qui est produit par la modification de notre environnement, de notre manière de vivre. Alors, par exemple, la déforestation. Par exemple, l'industrialisation agricole. Par exemple, le réchauffement climatique, etc. On sait aujourd'hui, des travaux ont été faits, que nombre de civilisations ont disparu et se sont éteintes, pas simplement, comme on parle par exemple de la chute de l'Empire romain, c'est pas l'invasion des barbares, c'est pas ça. La chute de l'Empire romain, c'est par exemple une transformation climatique, le petit âge glaciaire. C'est par exemple, si vous voulez, les Romains et l'Empire est tombé du fait des épidémies. Les pestes antonines, les pestes justiniennes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les gens étaient entassés à Rome. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, c'est bien notre manière de vivre qui a rendu le virus pathogène et qui lui a permis de circuler globalement avec autant de rapidité et autant, si vous voulez, de force. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on prend l'épidémie de choléra au XIXe siècle, mais pour aller à New York de l'Europe, ça mettait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, maintenant, en quelques heures, c'est fait. Donc, les virus, les bactéries se transportent avec les hommes. Et c'est justement, c'est ce que montrent bien les travaux de Kiel Harper pour l'Empire romain, c'est justement l'extension territoriale des Romains et leur expansion économique qui a produit leur chute parce qu'ils ont permis le développement justement des virus, des bactéries, enfin des microbes. Alors, par rapport à ton question, pour être très concret, on sait donc aujourd'hui que c'est parce que nous modifions notre environnement que nous libérons des microbes qui sont toxiques. Bon. Est-ce que ça a empêché le Covid de poursuivre la déforestation ?
Est-ce que ça a empêché de poursuivre l'industrialisation agricole? Est-ce que ça a empêché que, par exemple, on continue à forer à l'intérieur du permafrost dans l'Antarctique, alors qu'on sait que ça libère des virus, ça libère des bactéries? Un enfant inuit de 12 ans est mort récemment de l'anthrax en provenance du cadavre d'un renne en voie de décongélation. Donc, si tu veux, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'on voit bien que les catastrophes sont là. Bon, on a pris l'exemple du Covid, mais on aurait pu prendre l'exemple de la crise sociale, de la crise financière, enfin, de la crise même politique, de la crise même polémique avec la guerre en Ukraine, etc. On sait bien que les catastrophes sont là. On continue à marcher sur le volcan. Pourquoi? Je crois que parce que profondément, nous n'y croyons pas. C'est-à-dire que profondément, nous ne nous donnons pas les moyens de changer nos modes de vie pour éviter ces catastrophes qui sont déjà là. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Donc, en gros, si tu veux, avant, il y avait les millénaristes, ceux qui pensaient qu'il allait y avoir une catastrophe au millénaire ou qu'il allait y avoir un cataclysme, etc. Eux, ils y croyaient, mais ils n'avaient pas les moyens scientifiques et techniques de savoir quand et comment cette catastrophe allait se produire. Nous avons les moyens, tous les travaux du GIEC, de l'OMS, etc., nous avons les moyens de savoir que ces catastrophes sont là, imminentes, mais nous n'y croyons pas. C'est un peu comme la mort, si vous voulez. Nous savons que nous sommes mortels, mais en même temps, quelque part, nous n'y croyons pas. Et nous y croyons d'autant moins, je reviens au début, que nous sommes empêchés de penser, empêchés de nous représenter le monde autrement qu'il est. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, ces habitudes et ces habitudes de pensée, ils proviennent tout simplement des normes sociales, dont je vous ai dit que c'était aussi des normes sociales incorporées, intériorisées, donc des normes mentales, pour le dire autrement. Eh bien, ça provient de la manière dont nous vivons. Et la manière dont nous vivons dans nos sociétés, c'est la manière dont nous travaillons. C'est-à-dire que les habitudes, nous commençons à les acquérir, bien sûr, dans la famille, bien sûr, dans l'éducation, mais elles viennent, je dirais, se précipiter, se figer en tant que chaîne d'action et chaîne de pensée dans le travail. Or, dans le travail, quelles sont nos normes sociales? Nos normes sociales, ce sont des normes de production en termes quantitatifs et en termes de rapidité, basées sur la compétition et la concurrence. Paul Valéry disait que la concurrence permet le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. C'est ce qui se passe de nos vies. Nos vies, la manière dont elles sont organisées socialement, politiquement, n'est-ce pas, elles permettent le meilleur marché pour que d'autres encaissent les profits, une petite oligarchie, et en même temps, nos vies ne sont pas de bonne qualité, puisque justement, pour pouvoir changer, si tu veux, pour pouvoir changer nos habitudes et nos habitus et faire face aux crises qui sont déjà là, c'est-à-dire tous les signaux sont au rouge et on le sait, eh bien, il faudrait qu'on change déjà la manière de travailler. Or, la manière de travailler aujourd'hui, tu as fait allusion à mon dernier livre, eh bien, elle est prise dans des dispositifs d'assujettissement, dans des dispositifs d'esclavage, de servage. J'emploie le mot très fort pour vous faire réagir. Bien sûr, nous ne sommes pas mutilés comme les esclaves qui fuyaient, qui marronnaient lorsqu'ils fuyaient les plantations négrières. Bien sûr, nous ne sommes pas enferrés, enchaînés, mais nous sommes tenus par de nouveaux fers dématérialisés, abstraits, qui nous prescrivent et nous programment de comportement. Ce sont les algorithmes. L'humanité est ce qu'elle mange, ce qu'elle bouffe aujourd'hui, c'est des algorithmes. Ce qu'elle bouffe, c'est un monde abstrait, c'est un monde dévitalisé. Donc nous avons lâché la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes qui permettent justement d'accroître un peu plus, si vous voulez, le travail en termes de vitesse, en termes de quantité. Pour faire vite, pour faire simple, et peut-être qu'après je te laisserai me poser d'autres questions, mais pour faire vite, pour faire simple, pour pouvoir changer nos habitudes et nos habitus, encore faudrait-il que, par exemple, à l'école, nous apprenions aux enfants l'importance de la solidarité, de la fraternité.
de la manière de soigner la vulnérabilité de l'autre. Il faudrait que nous apprenions, encore une fois, aux enfants une solidarité avec le vivant, avec la vie, avec la planète. La planète et nous sommes inséparables. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça. Juste avant de venir, je voyais une publicité d'une boîte qui proposait aux parents d'enfants en maternelle de les entraîner à passer les tests scolaires des cours préparatoires. C'est-à-dire que déjà à 3-4 ans, n'est-ce pas, on met dans la tête des enfants qu'ils doivent réussir les tests. Les tests, c'est la pire des conneries. Avec Jean-Michel Blanquer, ça a été une catastrophe. Il a installé partout des moyens de contrôle d'un savoir sans donner les conditions pour l'apprendre. Parce que tout le monde sait bien que passer un test n'a rien à voir avec, si vous voulez, la capacité d'apprécier le savoir, d'apprécier la science, d'apprécier la littérature, la philosophie. Donc, si vous voulez, toute notre manière de vivre, à commencer par exemple la production de la valeur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la valeur? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte pédagogique? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte de soin? Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte d'information? Eh bien, la valeur aujourd'hui, c'est atteindre un score sportivo-managérial. C'est en gros d'atteindre un chiffre. Par exemple, pour toi, dans ton métier, c'est avoir une logique d'audimat. C'est-à-dire, si tu as beaucoup de monde, si tu as beaucoup de commentaires, tu es un bon journaliste. Donc à partir de là, la télévision berlusconienne, eh bien, elle a plus de qualité, n'est-ce pas? Elle a plus de valeur que la RAI. Vous voyez? Donc partout, nous sommes dans un système où la valeur n'est rien d'autre que la propriété émergente de la quantité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un bon prof? Un bon prof de lycée, c'est celui qui va amener le maximum de mentions bien et très bien, n'est-ce pas, au baccalauréat. Mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est la valeur d'un acte de soin? C'est finalement l'argent que ça rapporte au pôle médico-chirurgical, ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire face aux défis du monde, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise sociale, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise politique, si on ne change pas nos manières de vivre ensemble et de définir ce qu'on entend par la valeur d'un acte. Aujourd'hui, la capacité de penser, elle est inséparable de la liberté. C'est pas le calcul, c'est pas la cognition. Les ordinateurs, ils sont formidables pour ça. Ils calculent de manière formidable, mais ils ne savent pas ce qu'ils calculent. Si par exemple un ordinateur, vous lui donnez toutes les images, tous les clichés d'imagerie de la peau, il va être à même, mieux que les dermatologues, de diagnostiquer le mélanome qui est un cancer de la peau. L'ordinateur va réussir à 98%, je crois, lorsque les dermatologues atteignent péniblement 85%. Bon. Mais l'ordinateur, il ne sait pas ce qu'il fait. En gros, il a engrangé comme ça des images et il a appris à différencier celles qui, par ressemblance, sont pathologiques. Mais il ne connaît pas l'anatomie, il ne connaît pas la physiologie, il ne connaît pas la pathologie. Eh bien, si vous voulez, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce que proposait, par exemple, Jean-Michel Blanquer, en termes, si vous voulez, d'enseignement du français, de la lecture, etc., c'était transformer l'enfant, l'élève, en logiciel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il devait engranger un certain nombre d'informations et ensuite les recracher dans les tests d'évaluation. Mais en quoi, par exemple, pour prendre un exemple très simple, en quoi une dictée quotidienne telle que l'a préconisé l'ex-ministre, n'est-ce pas, de l'Éducation nationale, en quoi ça donnait du goût à l'apprentissage? En quoi ça permettait de comprendre un texte que de recracher l'image même des phrases, des mots et des syntaxes? Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si tu veux, on ne peut pas, à l'heure actuelle, répondre aux défis que nous rencontrons tant que nous n'aurons pas changé nos habitudes de pensée, nos habitudes d'action, qui sont l'incorporation, l'intériorisation, l'introjection des normes sociales, et en particulier des normes sociales acquises sur les milieux de travail. Tant que
au niveau des professionnels, n'est-ce pas, ce qui va compter, c'est la rapidité d'exécution, tant que ce qui va compter, c'est la conformité des actes qui sont prescrits par des experts, par des protocoles ou par des chefs, c'est-à-dire tant que finalement, si vous voulez, l'ouvrier, mais l'ouvrier c'est aussi bien le chirurgien que l'employé, n'est-ce pas, sont contraints par un certain nombre d'exigences dans leur acte professionnel, ils sont dispensés d'avoir à penser, et s'ils sont dispensés d'avoir à penser, à partir de ce moment-là, il est difficile de penser à la manière dont nous pourrions inventer une autre manière d'être ensemble et de vivre avec le monde, c'est-à-dire le vivant dont nous faisons partie. Je te laisse peut-être me poser des questions, parce que je peux parler 2 heures comme ça. De temps en temps, je prends la balle 5 secondes, je te la redonne tout de suite, pas de souci. Ce que tu as dit sur l'école, il faut apprendre à l'école la solidarité, apprendre à prendre soin de l'autre, du vulnérable. Ça m'a fait penser à une paléontologue dont j'ai oublié le nom, on lui avait demandé quelle est la première trace d'humanité. Et est-ce que c'est une lance, est-ce que c'est une hache qui servait aux premiers êtres humains à chasser? Et elle avait dit non. Ça, d'ailleurs, c'est un outil pour performer, même si c'est utile. Elle avait dit la première trace d'humanité, c'est un fémur rompu, et on voit que l'os s'est remis. Ça veut dire que quelqu'un a pris soin pendant des semaines, pendant des mois, d'une personne qui serait morte autrement. C'est un point essentiel. On a longtemps considéré que le début de l'humanité, c'était l'acte de sépulture, c'est-à-dire prendre soin des morts, c'est-à-dire prendre soin des absents. Aujourd'hui, ça va très vite, les sépultures. Ce qui montre aussi, ce qui est un point très important, l'extrême solitude des mourants, c'est-à-dire que la manière dont on traite les mourants, les malades, les plus vulnérables, et dont on traite même les morts, est en quelque sorte symptomatique de la manière dont nous vivons. Si vous voulez savoir comment les gens vivent, eh bien, essayez d'observer la manière dont ils accompagnent les mourants, les malades, les êtres les plus vulnérables, les plus fragiles. Donc effectivement, ce que tu apportes, c'est cette remarque d'une paléontologue, à savoir que le soin serait l'acte spécifique, l'acte de notre espèce. Et ça, c'est très vrai. Quand vous prenez, par exemple, le pic de la Mirandole au Quattrocento, sur la dignité de l'homme, il dit que c'est quoi la dignité de l'homme? La dignité de l'homme, c'est que de toutes les espèces animales, c'est l'espèce qui a la plus longue enfance, c'est-à-dire qui naît dans un état qu'on appelle néoténique, ça veut dire d'inadaptation, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un autre secourable pour s'occuper de lui, il crèverait tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du côté de cette dette anthropologique de l'humain, de devoir prendre soin des autres, comme on a pris soin de lui pour pouvoir lui permettre de se construire en tant que sujet humain. Or, nous sommes aujourd'hui, c'est ce point-là qui est très important, nous sommes aujourd'hui toujours dans une civilisation qui n'est pas une civilisation du soin du plus vulnérable, qui n'est pas une civilisation aujourd'hui de l'éducation en vue de l'épanouissement de l'être humain et de sa disponibilité à prendre soin des autres. Nous sommes toujours dans une éducation et toujours dans une manière de soigner qui relève de la concurrence et de la compétition. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un débat qui est apparu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, dans la modernité tardive, si vous voulez, eh bien, qui était le débat entre le modèle spencerien. Bon, Herbert Spencer, c'est un philosophe qui considérait que c'est la sélection naturelle qui produit le meilleur et que donc il ne faut pas que l'État prenne soin des plus malhabiles, des plus fragiles, des débiles ou des malades, parce qu'il baisserait son taux, si j'ose dire, de supériorité biologique. Donc, cette thèse de Spencer, que c'est la compétition, la concurrence, la guerre de tous contre tous pour faire vite, qui produit une sélection naturelle et qui conduit à exiger de l'État qu'il ne protège pas les plus faibles, les plus malades, etc. Cette thèse-là, elle est très importante parce que Spencer la pose aussi bien au
au niveau de la cellule biologique, au niveau de l'individu biologique, qu'au niveau de la société, qu'au niveau du groupe, de la communauté, de la race, etc. Cette thèse-là, vous le savez, elle a légitimé les théories nazies, les théories fascistes, qui ont considéré comme naturel de devoir étendre leur espace vital pour renforcer une race qui était promue à devenir la race supérieure. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que les thèses spenceriennes de la concurrence et de la compétition pour produire le meilleur, elles ont été recyclées par le néolibéralisme. C'est-à-dire que dès 1980, pour Alleville, avec l'école de Chicago, eh bien, des économistes de l'école de Chicago, c'est la même idée qu'il ne faut surtout pas empêcher le marché qui va se réguler de lui-même. Au contraire, il faut l'aider. Et s'il y a un État, la différence avec les libéraux traditionnels, avec ce qu'on appelle les physiocrates, etc., la différence, c'est qu'il ne faut pas moins d'État. Il faut un État au service du marché modelé sur les paradigmes du marché. Et c'est pour ça que nous avons eu, très concrètement, le New Public Management, la LOV, etc. C'est-à-dire que l'État a été mandaté par, si vous voulez, ces nouvelles théories, non pas pour moins agir, moins gêner le marché, mais pour pouvoir construire ces services dits publics à l'image du marché. Donc nous sommes toujours dans ce paradigme, dans ces principes cardinaux de concurrence, de compétition pour produire le meilleur. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire le plus rapide, le plus vite, le productivisme, l'efficacité, la vitesse, le moindre coût social. Or, c'est exactement cela qui nous fragilise face aux grands défis climatiques, sociaux, économiques et politiques. Alors, pour empêcher le changement du monde tel qu'il est, il y a plusieurs freins. On va essayer de les décortiquer. Il y a des freins qui nous viennent très vite en tête, les freins médiatiques, les freins économiques, les freins antidémocratiques, certains freins culturels. Et en parlant de culture, il y a un film sorti cette année qui les montre bien tous. Ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Don't Look Up, ce que l'on peut traduire par Ne lève pas la tête, ou même par Baisse la tête et refuse de voir le monde tel qu'il est. C'est un film qui raconte l'arrivée imminente d'un astéroïde qui va détruire la planète Terre. Les scientifiques en sont persuadés, c'est sûr, c'est certain. Il va la pulvériser, annihiler toute forme de vie dessus. L'humanité a les moyens de le détourner, d'empêcher la catastrophe. Et pourtant, dans une succession d'événements plus ou moins prévisibles, certains le sont, d'autres un peu moins, alors, dans une succession d'événements qui montrent à quel point notre fonctionnement est absurde, l'humanité va échouer par refus du réel, par avarice, par sclérose politique. Et ce film, c'est évidemment une parabole du changement climatique à l'œuvre qu'on refuse de voir. En tout cas, si on accepte de le voir, on refuse de changer le monde pour l'empêcher. Roland, qu'est-ce que tu as pensé de ce film et de ce qu'il dit ? Alors, moi, j'ai beaucoup, enfin, et Marie-Josée, nous avons beaucoup aimé ce film. Il a un côté un peu farce, d'ironie. Camus disait que l'ironie, ça faisait partie, je dirais, des choses essentielles qui garantissent la liberté et la vérité. Il avait cette phrase « On ne voit pas très bien Hitler apprécier l'ironie ». Donc, c'est une phrase de Camus, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je crois que ce film... Alors, en même temps, il est terrible, ce film. Il est terrible parce que c'est une farce, parfois un peu grotesque, qui effectivement est ironiquement explosif et implosif, mais en même temps, il est très réaliste. Alors, je reviendrai sur le réalisme. Mais on voit bien dans le film comment, par exemple, bon, alors bien sûr, on sait bien que les scientifiques, à un moment donné, ils ont un élément factuel qui prédit que l'astéroïde allait percuter la planète et donc faire disparaître la Terre. Donc, ils sont complètement affolés et ils vont voir le pouvoir. Le pouvoir a un côté très, je dirais, trumpien, même si c'est au féminin, Trump au féminin. Et en gros, ce qui intéresse le pouvoir politique, c'est de préparer l'anniversaire de la Trump au féminin. Donc ils n'en ont strictement rien à foutre. Et en gros, ils deviennent ceux qui empêchent la mise en ordre d'un système qui est déjà bien régulé et que donc il n'y a aucune raison de venir comme ça foutre le bordel, même si c'est avec des éléments de vérité scientifique. Alors ensuite,
ils vont sur les médias, et là c'est pareil. Au niveau des médias, les médias, ce qui va compter, c'est vrai, bon, tu le sais bien, mais moi je suis un peu passé sur les plateaux à un certain moment. Maintenant, il paraît que je suis un peu trop rouge pour être invité dans certaines radios ou à certaines télés. Bon, moi je ne vous dirai pas lesquelles. Enfin bon, ce qui compte, c'est mon maquillage. Là, ça va, là, je sais bien quoi. Bon. En gros, on voit bien une logique du divertissement. C'est-à-dire effectivement d'une captation de l'attention sur l'inessentiel pour ne pas voir justement ce qui, pour nous, est essentiel. Donc c'est tout à fait ça, avec en même temps, et on le voit, cette espèce de folie, cette espèce de délire, mais je pense qu'un certain nombre d'oligarques mondiaux ont ce délire sectorisé, ont cette folie de penser que, bon, d'accord, la masse, y passera, mais qu'eux, ils vont sauver leur peau et ils préparent une autre vie sur une autre planète. Et je crois que c'est tout à fait terrible. Alors on voit en même temps comment un des directeurs de laboratoire scientifique, à contrario de sa doctorante qui est assistante, se laisse séduire un peu. Alors il se laisse séduire sexuellement, mais on voit bien aussi la métaphore. Il ne s'agit pas simplement de baiser avec la journaliste, il se fait aussi séduire par la société du spectacle, comme disait Guy Debord. C'est-à-dire une société de la marchandise, comme disait Guy Debord, le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc c'est très vrai, c'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de... Quand on a quelque chose aujourd'hui à vendre, il faut soit le convertir en monnaie, soit le convertir en spectacle pour apporter de la monnaie, pour aller vite. Et donc ce film, il est tout à fait terrifiant parce qu'il est vrai. Et il nous met aussi en évidence quelque chose, Aurélien, que tu connais bien. J'ai amené un texte, mais je ne vais pas le lire, parce que j'amène toujours des textes comme ça. Bon. Je ne peux pas me séparer de mes bibliothèques minimales, quoi. Bon. Eh bien, c'était un texte de Camus qui devait paraître en 1936 dans Le Soir et qui finalement n'est pas paru pour X raisons. Et dans ce texte, Camus nous dit quelque chose de très important. Il dit que l'honneur d'un journal, ce n'est pas seulement de publier ce qu'il pense vrai, mais de s'assurer de l'authenticité de ce qu'il publie, et que son honneur est parfois de ne pas publier quelque chose qui ne lui paraît pas vrai et authentique. Or, aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais bien, une logique d'audimat, c'est quoi? C'est de faire le buzz. Aujourd'hui, en gros, on vous parle beaucoup de fake news. Mais les fake news, c'est la substance même de l'information aujourd'hui. Si on vous parle autant de fake news, c'est parce qu'aujourd'hui, nous souffrons d'infobésité, nous sommes assommés d'une salve d'informations qui, chacune, essaie de produire un effet. C'est-à-dire que la vérité d'un énoncé n'est pas liée à ce qu'il dit, mais à l'effet qu'il produit. Ce qui est typiquement, bien sûr, le cas des fake news. Donc, si tu veux, on est là, par rapport à ta question de début, il n'est pas possible de penser aux catastrophes que nous rencontrons et qui sont déjà là. J'ai écrit un livre, tu le sais, qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? L'étrange défaite de nos croyances ». Et dans ce livre, ce que je dis, c'est que les catastrophes, elles n'ont pas à avoir lieu, elles ont déjà eu lieu. On fait comme si elles n'avaient pas eu lieu, mais elles ont déjà eu lieu parce que nos catégories de pensée, nos catégories d'action sont toujours ceux des principes de nos sociétés thermo-industrielles du siècle dernier. Et que donc nous avons un système de pensée et un système d'action qui est déjà effondré. La catastrophe, elle a déjà eu lieu. Et les catastrophes auxquelles nous assistons ne sont que les matérialisations de cette catastrophe principale, de cette catastrophe qui a déjà eu lieu. Je ne sais pas si je suis clair. Pour l'information, c'est quand même très important, l'information. Eh bien, on voit bien comment, justement, le libertarisme, pour aller très vite, a favorisé la dispersion maximale de sources d'information qui entrent en concurrence comme des sociétés privées et qui perdent un peu l'honneur du journalisme. Moi, mes copains journalistes, comme toi, comme Charles Sylvestre, comme Philippe Petit, comme d'autres, eh bien, ces copains me disent que le boulot de journaliste, aujourd'hui,
il est détruit par les industries médiatiques. De la même manière que le travail du soin, dont Marie-Josée Delvolgo pourrait parler, puisqu'elle a fait un livre sur le soin menacé, une catastrophe annoncée, catastrophe humaine annoncée, eh bien le soin, aujourd'hui, il est détruit par, justement, la tarification des actes de santé. C'est pareil pour la pédagogie, je l'ai dit tout à l'heure, tous les métiers, tu parlais de l'appel des appels, tous les métiers vous diront qu'ils sont aujourd'hui taylorisés, ils sont aujourd'hui prolétarisés. Ça veut dire quoi? Taylorisé, vous vous souvenez, Taylor, je ne vais pas vous faire un long discours, vous prenez les temps modernes de Charlot, vous voyez Charlot, n'est-ce pas, visser des boulons sur une chaîne automatique de production de pièces métalliques. Mais dites-vous bien que ce geste que fait justement Charlot, ce n'est pas simplement un geste technique professionnel. Ce geste, c'est ça l'habitus. Ce geste, il le fait quand il sort dans la rue, il va visser les tétons des femmes. Et ensuite, n'est-ce pas, il passe lui-même dans la machine dont il devient un rouage. Voilà ce que c'est l'habitus. Eh bien, si vous voulez, cette taylorisation-là, où en somme, les ouvriers, les professionnels ont été dépossédés de leur savoir par une technocratie d'expertise qui leur prescrit ensuite ce qu'ils doivent accomplir comme geste, ça se passe aujourd'hui non seulement sur les chaînes de production de pièces métalliques, mais sur les chaînes de production d'actes de santé, sur les chaînes de production d'actes pédagogiques, sur les chaînes de production d'actes de justice, sur les chaînes de production d'actes d'information. Et donc nous sommes aujourd'hui tous prolétarisés. Il faut bien savoir que l'ensemble des professionnels, qu'on soit professeur d'université, chirurgien, journalistes, enseignants, magistrats, ouvriers, employés, nous sommes prolétarisés en tant que notre responsabilité œuvrière, comme on dit avec Charles Sylvestre et Bernard Lubat, notre responsabilité œuvrière, elle a été confisquée par des dispositifs d'expertise qui décomposent nos tâches, nos métiers en tâches à effectuer, qui sont prescrites par d'autres. Le prolétaire, Marx le disait, le jeune Marx hegelien des années 40 disait « le prolétaire, ce n'est pas le pauvre, le prolétaire, c'est celui qui a été dépossédé de son savoir, dépossédé de son savoir-être ». Eh bien, aujourd'hui, nous sommes tous dépossédés de notre savoir-être, de notre savoir-faire, de notre savoir. Et à partir de là, je ne vois pas très bien comment nous pourrions, sauf changement politique et social, comment nous pourrions répondre aux défis de notre postmodernité. Alors en résumé, il y a des freins médiatiques. Notre capacité à comprendre et à changer le monde, nos pensées et nos consciences sont influencées évidemment par des médias qui sont loin d'être tous libres, tu l'as évoqué. Il y a des freins économiques qui provoquent une servitude du sujet. Tu parles de taylorisation de l'existence, on y reviendra. Il y a une oligarchie prédatrice qui se moque bien de conduire le monde à sa ruine, tu l'as évoqué aussi. Et il y a aussi dans nos sociétés des freins politiques avec, par exemple, même si ça n'excuse pas tout, un système électoral biaisé, notamment en France. Et tous les 5 ans, on a une sorte, je ne sais pas si c'est le bon mot, je vais le mettre entre guillemets, d'orgie politique, où on n'arrête pas de parler de politique comme si tout se jouait là, et puis après, pendant 5 ans, on s'arrête en partie, même si on voit que ce régime s'essouffle de plus en plus, que d'ailleurs cette année, les gens ne se sont pas beaucoup intéressés à la présidentielle, ils se sont beaucoup plus intéressés aux législatives aussi parce qu'il y a une offre politique qui donnait peut-être plus d'espoir. Et il y a eu des grosses contestations durant le dernier quinquennat, notamment avec les Gilets jaunes qui disaient on ne peut pas signer de chèque en blanc pendant 5 ans à une sorte de monarque présidentiel. Mais est-ce que ce verrouillage-là aussi est un frein au changement du monde, même s'il concerne la France et qu'il y a plein d'autres régimes politiques sur la planète? Alors, il y a énormément de questions dans ta question. Et comme je suis très bavard, je vais essayer de prendre quelques points. Bon, le premier point, c'est que je pense qu'en tant qu'espace politique, je dis bien politique, la démocratie a été mutilée, elle a été altérée. Si vous faites le lien par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très difficile. Comment voulez-vous que, avec un pouvoir qui est quasiment mondial, un pouvoir qui gouverne par les chiffres, c'est la nouvelle manière de donner les ordres,
c'est de dire c'est les chiffres, on ne peut pas faire autrement, c'est objectif, c'est neutre, il faut se soumettre. Les chiffres sont devenus la nouvelle manière d'obtenir une soumission librement consentie. Comment voulez-vous que, avec justement des normes sociales, ou dans les métiers comme dans notre vie quotidienne, ce sont les chiffres qui nous donnent les informations pour nous faire agir d'une certaine manière et croire d'une certaine manière. Comment voulez-vous que nous soyons encore dans un espace politique démocratique? Le propre de la démocratie, Claude Lefort avait écrit un livre merveilleux sur l'invention de la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est en quelque sorte un gouvernement par la parole et le débat contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité de parler, pas seulement d'informer, pas seulement de faire du spectacle, mais de parler, de débattre et de manière contradictoire pour qu'on soit encore en démocratie. Donc, d'une certaine manière, je pense que nous sommes de moins en moins en démocratie puisque c'est les chiffres qui nous gouvernent ou qui sont utilisés pour nous gouverner. Or, les chiffres, comme le disait Alfred Sauvy, qui était un démographe et qui n'était pas un gauchiste, Alfred Sauvy, c'était plutôt un homme de droite, mais Alfred Sauvy connaissait bien les chiffres et il disait les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Eh bien, c'est comme ça qu'a été gérée la crise du Covid, c'est comme ça que sont gérées les crises sociales, c'est comme ça que sont gérées les crises climatiques, etc. Donc, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de rétablir la démocratie. Et je crois que pour rétablir la démocratie, il faut réhabiliter la parole aux dépens des chiffres. Si vous plus exactement, les chiffres doivent être là pour nous permettre de parler, mais pas pour nous faire taire. Or, ils sont utilisés aujourd'hui pour nous faire taire. C'est ça le problème majeur. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. C'est pour ça que, en gros, je pense qu'on va y venir. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui nous arrive? Il faut d'abord qu'on trouve les moyens de dire. Mais on va y revenir. Bon. Ensuite, l'élément extrêmement important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la globalisation marchande ne s'est pas accompagnée de dispositifs de protection sociale et sanitaire. C'est pour ça que nous avons eu la Covid et nous aurons d'autres épidémies. Nous aurons d'autres maladies infectieuses et nous aurons d'autres crises. C'est inévitable, on le sait. Depuis 2003, l'OMS a décrit le virus tueur d'humanité. C'est un virus très contagieux et peu mortel. Parce que comme les incendies, il faut du combustible pour que l'épidémie continue à se propager. Si le virus est trop mortel, bien sûr, ça s'arrête relativement vite. Bon. Donc, on le sait, il y a 300 000 ou 400 000 microbes qui nous attendent dans les couches du permafrost, qui sont un peu plus décongelés tous les jours, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des forages, parce qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Bon, les plateformes scientifiques donnent des chiffres affolants en termes de microbes, de maladies infectieuses, etc. Là, on vous a dit que l'épidémie était imprévisible, ça n'est pas vrai. C'est la 3e épidémie de bêta-coronavirus en moins de 20 ans. Et puis, il y a eu encore bien d'autres, le SRAS, etc. Il y a eu bien d'autres maladies. Et encore une fois, on le savait. Donc, si vous voulez, c'est bien notre manière de nous y préparer, de notre manière de vivre, qui est responsable de toutes ces souffrances et de tous ces morts. Alors, le point important, c'est que cette globalisation-là, elle produit ce que le philosophe sénégalais Achille Mbembe appelle le devenir nègre du monde. Et peut-être que je peux même vous lire la citation d'Achille Mbembe, qui est une très belle citation. Sinon, je vous la donnerai de mémoire, mais je trouve que les auteurs sont... Encore faut-il que je la trouve, comme je vous l'ai dit. Je me perds dans mes bibliothèques, mais bon... C'est une très belle citation, j'aimerais bien vous la trouver. Alors, pour la première fois dans l'histoire humaine, écrit Achille Mbembe, le nom nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d'origine africaine à l'époque du premier capitalisme. C'est cette fongibilité nouvelle, cette solubilité
son institutionnalisation en tant que nouvelle norme d'existence et sa généralisation à l'ensemble de la planète que nous appelons le devenir nègre du monde. Je trouve que c'est très important parce que ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de soutenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'interdépendance des nations de par la globalisation, d'une certaine façon, nous fragilise parce que ça n'est pas une force humaine, c'est une force marchande, c'est une force économique. Et il y a quelqu'un qui dit aussi, j'aime bien citer, hein, il faut me le pardonner, c'est le vieil universitaire que je suis qui aime bien citer, mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le poète antillais Édouard Glissant. Il y a deux poètes antillais que j'adore, c'est Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant. Édouard Glissant écrit « La mondialisation économique, elle nous fait entrer dans des régions où, premièrement, l'uniformisation des sensibilités est totale, où l'exploitation des peuples faibles est totale, où les guerres sont considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations de police. Cela n'est pas une région du monde, c'est la continuation pure et simple des anciens phénomènes de colonisation et d'impérialisme. » Je crois qu'on a là, on a vraiment là ce qui aujourd'hui est en jeu. C'est ce point qui me paraît extrêmement important. Voilà, donc si tu veux, c'est ça le problème, puisque la question de la résistance au changement, on ne peut pas changer si on continue à vivre avec les mêmes normes sociales qui sont des normes mentales. Ça n'est pas possible. Et donc, on ne peut pas répondre aux défis qui nous attendent. Or, si nous ne pouvons pas répondre aux défis qui nous attendent, bien, nous ferons partie des civilisations perdues. Nous savons très bien, aujourd'hui, il y a des travaux très importants de gens comme Jaren Diamond, etc., qui mettent en évidence que c'est selon les structures sociales que les civilisations ont pu répondre à des risques épidémiques, ou à des risques même économiques. C'est ce qui fait que, par exemple, les Inuits peuvent se maintenir au XVe siècle au Groenland, alors que les Vikings sont obligés de partir. C'est comme ça que disparaît l'Empire romain, c'est comme ça que disparaissent, si vous voulez, l'Empire inca, etc. On pourrait démultiplier les exemples, on n'a pas le temps. On sait maintenant, et on n'en tient pas compte, hein. On le sait, mais on n'y croit pas. C'est ça que je suis venu vous dire. Vous le savez comme moi, mais on n'y croit pas. C'est-à-dire que ce sont nos structures sociales qui déterminent nos capacités à répondre aux défis climatiques, économiques, politiques, et nous n'y croyons pas. On va essayer de voir comment lever ces freins. J'ai juste une question avant de poser la question sur comment faire, du coup, comment lever ces freins. Stéphane Hessel avait écrit il y a quelques années un essai qui avait eu du succès qui s'appelait « Indignez-vous ». Et je voulais te demander où en est aujourd'hui notre capacité d'indignation. Tu écris dans ton livre que nous nous sommes habitués, je cite, nous nous sommes habitués à l'horreur économique et au moral numérique. Tu invites à refuser le taylorisme, tu l'as dit tout à l'heure, le taylorisme qui s'est infiltré dans chaque espace de nos vies. Comment faire du coup face à ça et comment, tu le dis, comment lever les freins qui nous empêchent de rendre le monde meilleur? Alors, je crois que Stéphane Hessel, il faut lui rendre un hommage appuyé, parce que toute sa vie de résistant, toute sa vie d'indigné, a mis en évidence effectivement sa sensibilité, sa capacité de révolte. Mais je crois que l'indignation est une catégorie morale. Et l'indignation, c'est comme une révolte affective. Ça ne suffit pas. Toute indignation qui ne se transforme pas, disons les choses simplement, en révolution, c'est-à-dire un acte politique, demeure dans le domaine de la morale, et dans le domaine de la morale peut se trouver recyclé par les logiques capitalistes. L'indignation, vous l'avez en permanence. C'est, je dirais, une des marchandises qui nous est le plus facilement vendue sur le petit écran et ailleurs. Il va de soi que quand les Européens ont vu un petit enfant, Ilan, je crois, qui était mort sur la plage, ils se sont indignés, ils se sont révoltés affectivement, jusqu'à l'image suivante. Jusqu'à l'image suivante. C'est-à-dire que c'est le grand
je crois qu'il faut, nous devons saluer l'indignation, nous devons saluer la révolte, nous devons saluer déjà les émotions. Je dirais que tout est mis en place pour que nous en ayons le moins possible et que nous demeurions dans l'apathie, puisque l'apathie permet d'une certaine manière la tyrannie politique. Mais, encore une fois, la question, c'est le passage du sentiment d'indignation à l'acte de changement. Et ça, je crois que c'est la transition entre la morale et la politique. Par rapport aussi à ce que tu as dit tout à l'heure concernant, je n'ai pas réagi, mais la politique, et notamment la situation politique en France. C'est un point qui est extrêmement important parce que, je le développe comme tu sais dans mon dernier bouquin, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui avait été décrite dans les années 1932-1933 en Allemagne, qu'on appelle le libéralisme autoritaire. C'est un point qui est extrêmement important. Le libéralisme autoritaire, ce n'est pas un mot. C'est pas un mot. C'est un paradigme politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1932-1933, si tu te souviens, des écrits bien sûr, hein, bon, moi je n'étais pas né non plus, en Allemagne, n'est-ce pas, il y a une crise politique. Il y a une crise politique extrêmement importante qui provient des contradictions, bien connues depuis la fin du XIXe, entre les exigences démocratiques et les prescriptions économiques du capitalisme, du profit, etc. Cette contradiction aboutit à, bien on le sait, la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. La fin du XIXe, ce n'est pas 1900. La fin du XIXe, les historiens vous le diront, c'est 1918. Bon. Eh bien, en 1932-1933, en Allemagne, il y a une crise politique majeure avec, tu le sais aussi sans doute, n'est-ce pas, une agitation sociale extrêmement importante, où il y a la mise en concurrence entre les communistes, les sociodémocrates, les libéraux et le parti socialiste hitlérien, le parti ouvrier hitlérien. Il ne faut pas oublier que le parti nazi est parti d'abord, n'est-ce pas, comme le fascisme, d'une revendication sociale. Face à cette crise qui met en danger la démocratie, Carl Schmitt, théoricien qui va ensuite rallier un an plus tard, c'est ça qui est intéressant, qui va rallier un an plus tard le nazisme, Carl Schmitt propose un nouveau paradigme. Et ce paradigme est intéressant parce que ce paradigme est le suivant. Face aux contradictions entre la démocratie et le capitalisme, il faut trouver un régime politique qui, à la fois, permette le maintien d'une liberté démocratique, mais en même temps, tout en respectant les nécessités du marché. Et c'est quoi le libéralisme autoritaire? Je vous demande de bien y réfléchir et de vous demander si ce n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui en France. Le libéralisme autoritaire, c'est un État puissant, un État fort, mais un État qui dicte aux citoyens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, c'est-à-dire un État fort avec les citoyens et faible avec les marchés, c'est-à-dire favorisant justement au maximum le développement économique, financier, marchand, etc. C'est donc un régime mixte. Et ce qui est très important, c'est que ce régime, il est le point de passage entre la République de Weimar et le nazisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est cette contradiction qui, à un moment donné, donne l'idée d'un paradigme où il faut un État fort, oui, mais un État fort, pas pour protéger les citoyens, un État fort pour encadrer, quadriller la population, la tenir en quelque sorte et permettre justement la régulation et les échanges marchands. Et ça, c'est un point qui me paraît à questionner aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons. Alors, dans ton livre, tu invites, je cite, à restaurer, pour s'en sortir comme solution, à restaurer la force révolutionnaire du langage,
à mener la bataille culturelle par la reconquête des imaginaires. Je cite aussi. À tes yeux, on ne change pas de politique, donc sans changer de mentalité et de culture sociale. On ne peut pas se passer d'un nouvel imaginaire. Tu dis comment procéder? Alors, comment procéder? Je n'ai pas le mot d'emploi. Mais ce qui est certain, j'ai essayé de le dire tout le long, sans doute très maladroitement, en balbutiant comme je pouvais, mais ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un langage des chiffres, dans un langage numérique. Les nouvelles technologies sont formidables. Elles sont formidables, mais aujourd'hui, elles ne sont pas offertes pour que les citoyens puissent créer. Elles sont imposées pour, en quelque sorte, amener les citoyens à se comporter d'une certaine manière et à croire à un certain récit de mise en ordre du monde. C'est le récit qui nous est vendu par le néolibéralisme. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours prisonniers d'un imaginaire d'un homme naturellement entrepreneurial, une espèce d'auto-entreprise, de micro-entreprise autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. C'est cet imaginaire de l'homme occidental qui aujourd'hui domine à peu près d'ailleurs toute la planète, mais c'est un autre problème. Bon. Il faut qu'il y ait d'autres imaginaires. Je veux dire que aussi bien Cornelius Castoriadis, Édouard Glissant et bien d'autres ont insisté sur cette importance justement de pouvoir penser le monde avec de nouvelles utopies, avec de nouvelles fictions. Glissant a une phrase formidable, il dit « L'utopie, c'est ce qui manque au monde ». C'est-à-dire que si on ne rêve pas le monde autrement qu'il n'est, eh bien, il va de soi que, malgré nous, nous adhérons au récit qui met en ordre le chaos du monde. Parce qu'il faut bien voir aussi que, effectivement, qu'est-ce qui nous amène finalement à jouer le jeu social tel qu'il nous est prescrit, tel qu'il nous a imposé? C'est aussi la peur, c'est aussi l'angoisse, c'est aussi l'incertitude. Et c'est aussi parce que nous sommes souvent, ce n'est pas le cas là, mais nous sommes souvent dans, je dirais, la déliaison. Il faut bien voir le taylorisme, par exemple. Je reviens, Taylor, c'est mon ennemi premier. Le taylorisme, en quelque sorte, Taylor le montre bien, ce n'est pas seulement accroître le rendement individuel. Le taylorisme, c'est faire en sorte que les ouvriers dans un atelier ne ralentissent pas la cadence par solidarité sociale à l'égard de leurs compagnons qui pourraient être au chômage si jamais ça marchait trop bien. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le taylorisme, ce n'est pas simplement pour accroître l'efficacité du rendement et de la production, c'est aussi pour diviser et séparer les ouvriers entre eux, les travailleurs entre eux. Donc, si on continue à gober, à bouffer cet imaginaire de l'homme, en quelque sorte, auto-entrepreneur de lui-même, pour aller vite, si on continue dans cet imaginaire-là, eh bien, il va de soi qu'on restera séparé, on restera divisé, on restera en concurrence, on restera centré sur le cadran des chiffres qui nous donnent l'efficacité de nos actions, leur vitesse et le profit minimal que ça nous rapporte. Donc, par conséquent, changer d'imaginaire, c'est changer notre manière de penser le monde, c'est changer notre manière de dire le monde. Je pense que, par exemple, nous sommes aujourd'hui en manque de fiction, en manque d'utopie. L'utopie, ce n'est pas seulement le récit des sociétés merveilleuses, des lendemains qui chantent. Les utopies, ce n'est pas simplement les romans imaginaires des sociétés extraordinaires. C'est pas ça. L'utopie, c'est ce que j'appelle l'habitus utopique. C'est la possibilité de se saisir à tout instant d'une situation pour faire apparaître ce que la mise en ordre traditionnelle ne dit pas. C'est-à-dire que là, par exemple, pour prendre un exemple très concret, eh bien, les surréalistes ou les situationnistes nous ont montré qu'il y avait une manière de dépayser mentalement et socialement les choses en bousculant le récit ordonné que l'on nous propose. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si tu veux, pour moi, l'utopie, la fiction, c'est le partage de rêves collectifs qui montrent que nous ne sommes pas dans une société de résignation qui fait
ce que l'information lui a dit, lui a prescrit de faire. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Et je crois que là, quelqu'un comme Édouard Glissant, quand il évoque la créolisation des cultures, quand il évoque la créolisation des langues, quand il évoque la créolisation des imaginaires, Édouard Glissant nous apporte beaucoup. Et je crois que, par exemple, c'est un point très important, c'est pour ça que j'en veux énormément à Jean-Michel Blanquer, qui est ma tête de turc dans mon dernier bouquin. Je lui en veux. Pourquoi ? Parce que justement, détruire la poésie, détruire les humanités, détruire la philosophie, détruire l'histoire, détruire les sciences sociales et humaines, c'est empêcher les gens de penser en supprimant les conditions mêmes qui permettent la pensée. Alors, ce que tu dis est très intéressant, ça répond en partie à la question que je voulais te poser maintenant. Parce que la façon dont tu as évoqué l'utopie, c'est presque une utopie du quotidien. Et j'avais prévu de t'interroger sur l'utopie plus classique que j'avais en tête. Par exemple, la science-fiction, on le sait, c'est un des genres littéraires, et pas que littéraires, les plus conscients qui soient, qui alerte contre les effondrements climatiques, économiques, sociaux et même civilisationnels. Pourtant, elle est elle aussi détournée par le capitalisme qui s'empare de tout, qui produit moult dystopies et récits de collapsologie, d'effondrement, et qui transforme ça en fait en récit à grand spectacle. Et quelque part, on a un peu l'impression qu'on se fait peur à peu de frais et puis qu'on se rassure en se disant que c'était que du cinéma. Comment on peut manier cette contradiction entre le besoin de nouveaux récits, le besoin d'utopie et cette récupération possible, cette dévitalisation possible par la société de grand spectacle ? Il a énormément bien travaillé mon bouquin. Il est incroyable ce mec, incroyable. Bravo Aurélien. Alors, d'abord, les dystopies, c'est des utopies négatives qui nous présentent des sociétés, je dirais, terrifiantes quand on ne voudrait pas les avoir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne produit pas des effets. C'est aussi un miroir qui reflète nos propres travers. Je pense par exemple à La Servante écarlate. C'est un roman, je ne savais pas, c'est Marie-Jolie qui me l'a appris, c'est un roman de 1985. Vous vous rendez compte, 1985, on voit dans cette dystopie, ensuite qui a été mise en série, on voit ce qui se produit quelques décennies après, n'est-ce pas, dans des organisations sociales, sectaires, etc. Bon. Donc, en quelque sorte, même les cauchemars nous apprennent des choses sur nous. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Par contre, le point extrêmement important que tu soulèves, c'est que la force du capitalisme, et ça on le sait depuis le début, la force du capitalisme, c'est sa capacité à recycler même ceux qui le contestent en l'introduisant dans sa propre logique. Et ça, on le voit même au niveau du langage. Au niveau du langage, on voit comment les mots mêmes qui parfois nous paraissent des armes pour atteindre en quelque sorte les logiques de domination, elles se trouvent après récupérées par les dispositifs qui permettent cette propre domination. Donc ça, à mon avis, tu ne l'éviteras pas. C'est la force du capitalisme, mais avec en même temps ce que l'on connaît, c'est-à-dire que justement, cette force-là, elle produit en même temps sa propre contradiction. Donc ça veut dire qu'elle nous incite en permanence à devoir inventer. Nous sommes dans une dette d'invention. Changer le monde, ce n'est pas le changer tel qu'il est, c'est le changer tel qu'il est en train de devenir. Et c'est ça qui est difficile. Parce que malgré nous, notre langage a toujours un temps de retard. C'est-à-dire que nous continuons à dire ce qui nous arrive avec le langage de ce qui déjà n'est plus là. Et c'est ce qui est extrêmement difficile. C'est là où justement les poètes, c'est là où les artistes, c'est là où les créateurs, c'est là où les physiciens quantiques, par exemple, c'est là où les physiciens einsteiniens, par exemple, dans le domaine des sciences, nous apportent quelque chose, parce qu'ils nous apportent des catégories de pensée de ce qui est en train de se produire et que nous n'avons pas encore, on va dire, inclus dans notre langage pour le décrire. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire... Mais tu as dit, il ne faut pas changer le monde, il faut changer le monde tel qu'il est en train de devenir. Et justement, j'avais une question là-dessus. Comment organiser le changement tout en faisant tourner le système actuel ? Parce que si on veut répondre à l'urgence économique et sociale, tout de suite dans l'urgence, dans l'immédiateté,
Il faut faire tourner la machine, tourner la machine actuelle. Donc comment on surmonte cette contradiction? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe délicat et un frein supplémentaire au changement? C'est évident, mais là, tu es en train de quasiment me mettre au défi d'une candidature politique que je ne ferai jamais. Je veux bien soutenir, mais je ne serai jamais candidat. Ça fait déjà des décennies que je le dis quand on me le propose. Bon, donc, j'en sais rien. Ce que je peux te dire simplement, c'est qu'effectivement, il nous faut à la fois penser global et local. Quand je dis global et local, ce n'est pas simplement en termes d'espace, c'est aussi en termes de temporalité. Et moi, j'ai une toute petite proposition, ce n'est pas grand-chose, c'est un confetti, mais ma proposition est très simple. C'est qu'il faut se saisir de toute situation, à tout moment, telle qu'on en a l'opportunité, pour produire du changement. Pour produire du changement, introduire de la parole, introduire de la démocratie, introduire, je dirais, de la solidarité et de la fraternité. Parce que, par exemple, on voit le modèle spencerien dont je parlais tout à l'heure, de la compétition, de la concurrence. Qu'est-ce qui va lui faire objection? C'est le modèle des solidaristes qui disent « mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'espèce humaine. Il y a une dette sociale d'entrée de jeu. Il y a une dette qui fait que, ce dont j'ai parlé, le petit homme, il a besoin d'un autre secourable pour survivre. » Donc, si tu veux, je dis que... Alors, je vais être très concret, très concret. D'abord, il faut arrêter ces putains d'évaluations. Il faut casser ces évaluations. Il ne faut plus répondre à ces putains de dispositifs d'évaluation. Il faut que ça soit très clair. Il faut que chaque fois qu'on nous pose des questions, on réponde par des poèmes d'amour, par des recettes de cuisine. Il faut qu'on inonde le Sénat, qu'on inonde l'Assemblée nationale. C'est plus possible sinon. On ne pourra pas poétiser le monde, on ne pourra pas rendre au monde et au vivant toute sa richesse si on continue à convertir le vivant en chiffres. Ça n'est pas possible. C'est une escroquerie. Et il faut bien savoir que cette escroquerie, elle le vise, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de le balbutier, elle ne vise pas à produire plus, elle oblige à soumettre les producteurs que nous sommes. C'est ça qui est terrible. Et il faut arrêter de faire passer des tests en maternelle pour les préparer au cours préparatoire. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se soumettre à la dictature des tyrans. Deleuze disait l'ordinateur ami naturel du tyran. Alors, moi, j'ai rien contre les ordinateurs, je m'en sers beaucoup, mais l'ordinateur ami naturel du tyran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le technocrate, disait Deleuze, est l'ami naturel du tyran. Donc, si on répond à ces exigences d'évaluation quantitative, c'est foutu. Donc déjà, pour moi, je n'ai pas grand-chose à apporter, mais il y a une chose dont je suis certain au niveau de l'expérience de l'appel des appels, c'est que tous nos métiers, du soin, de l'éducation, de la recherche, de la justice, de l'information, du travail social, de l'industrie, etc., tous nos métiers sont impactés par cette manière, avec les évaluations, de nous soumettre et de nous demander d'atteindre des scores pour ne pas avoir à penser. Je crois qu'il faut empêcher l'empêchement. Et empêcher l'empêchement, c'est justement ne plus accepter de répondre à des scores dont nous savons scientifiquement qu'ils ne sont pas valables. Puisque, vous savez, les économistes et les banquiers sont des gens, paraît-il, sérieux. Eh bien, il y a une loi en économie qui s'appelle la loi de Goodhart ou la loi de Lucas, qui dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez, n'est-ce pas, la mesure, à un moment donné, on a fait une enquête pour savoir quels sont les services hospitaliers les plus efficaces en matière de lutte contre les maladies nosocomiales, les maladies attrapées à l'hôpital. On s'est aperçu que c'était les services qui utilisaient le plus de gel hydroalcoolique. Très bien. Mais quand, pour les habilitations, pour les certifications des services,
on considère que c'est le nombre de flacons de gel qui détermine le degré de lutte qu'on a mis nosocomiale, on est complètement à côté de la pompe. Ça ne marche pas. Oui, de la même manière, j'ai lu dans une revue de stratégie militaire, si vous voulez, qu'on s'était aperçu que c'était les unités qui, à l'entraînement, consommaient le plus de munitions qui étaient le plus efficaces sur le terrain. Bon, ça c'est la mesure, ça vaut ce que ça vaut. Mais si d'un coup, pour les évaluer, vous évaluez les unités en fonction de la consommation de munitions, vous pensez bien que ça n'a plus aucun sens. Ils peuvent tirer en l'air, tirer n'importe comment. Voilà. Et or, nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on impose aux professeurs ce genre de choses. On impose aux médecins ce genre de choses. On impose aux psys ce genre de choses. On impose à tout le monde. On est tenu par des évaluations quantitatives qui sont des évaluations abstraites, qui n'ont rien à voir avec notre vie, qui n'ont rien à voir avec notre existence, qui n'ont rien à voir avec les services que l'on peut rendre à nos citoyens. Et moi, je crois, comme Édouard Glissant, qui disait dans sa dernière conférence à l'Institut Tout le Monde, qui disait « Rien n'est vrai, tout est vivant. Rétablissons l'humanité par le vivant ». Tu as dit pendant cette dernière prise de parole, il faut arrêter de convertir le monde en chiffres. Et tu as dit rétablissons le vivant. Et ça me fait penser à quelque chose que le capitalisme refuse de convertir en chiffres, c'est justement le vivant. Il refuse de calculer combien rapportent les abeilles, combien rapporte le Gulf Stream, combien rapporte la pluie, c'est-à-dire combien rapporte tout ce que rapporte la Terre quand on ne vient pas la dérégler. Parce qu'ils sont dans un biais qui est un biais intéressé, bien sûr, c'est le profit à court terme. Donc, si tu veux, il va de soi qu'ils vont, par exemple, considérer que la perte des abeilles, eh ben, ça va entraîner une perte de tant de tonnes de miel. Mais c'est complètement faux, parce que les abeilles ne se contentent pas de produire du miel, elles fécondent toute la nature, je dirais. Donc, c'est beaucoup plus grave. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Par exemple, je reviens à l'histoire du Covid dont nous avons parlé au début. Il va de soi que, par exemple, nous savons que, je ne vais pas la nommer, la pauvrette, mais une ex-ministre socialiste de la Santé, n'est-ce pas, n'avait pas tenu la parole d'engagement de l'État dans l'achat de masques pour constituer un stock sanitaire national. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, passons. Eh bien, il se trouve que c'était une économie à court terme qui permettait de faire basculer d'une ligne budgétaire santé vers une ligne budgétaire lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas ? Et c'était une économie. Mais ça ne dit pas combien ça nous a coûté ensuite, n'est-ce pas, de ne pas avoir de masque, par exemple. De la même manière, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, l'externalisation de la fabrique de réactifs de test, l'externalisation de la fabrique de bouteilles d'oxygène. On a fermé en Bretagne, à Paimpol, n'est-ce pas, une usine de fabrication de bouteilles d'oxygène. Eh bien, c'était pour des profits à court terme, mais des profits pour quelques-uns. Et ça, bien sûr, ça nous oblige à repenser la question de l'intérêt général et du service public. Et donc, si tu veux, ce que tu dis, bien sûr, mais c'est un biais cognitif, pour le coup, mais c'est un biais cognitif intéressé d'une civilisation du profit à court terme. Et donc, effectivement, d'une civilisation qui ne pense pas le temps dans la durée longue et au service de tous. Tu as évoqué l'humanité numérique et numérisée comme un piège, comme un filet tendu à nos existences. Est-ce que c'est possible de renverser la situation? Est-ce que cette humanité numérique, elle peut devenir une force, se retourner contre le système en permettant la communication de tous aux quatre coins du monde? Mais j'en suis persuadé. Là, on n'a pas le temps de développer ce point, mais la technique, elle est ambivalente, c'est-à-dire elle a une valeur positive et une valeur négative. La technique, au départ, dont la technique numérique, mais pas que la technique numérique, la technique, au départ, elle constitue le moyen de nous émanciper des contraintes de la nature. Par exemple, des aléas dus au climat, par exemple, de la famine, la disette, etc. Par exemple, ça nous donne la force, ça me permet de vous parler avec un micro sans complètement bousiller mes cordes vocales, etc. Donc la technique en soi, elle a dès le départ une vocation à nous libérer.
Mais la technique, elle a été, c'est pas en elle-même, elle a été politiquement et socialement utilisée non pas pour nous libérer, mais pour nous contraindre. Donc c'est la même chose pour le numérique. La lecture numérique du monde n'est pas en elle-même, bien évidemment, une catastrophe. On voit bien les affinités qui sont décrites par de nombreux philosophes et de nombreux penseurs, les affinités entre, bien sûr, la lecture numérique du monde et le commerce comme une certaine forme de science, etc. Mais le numérique en soi n'est pas négatif. Jean-Pierre Vernant a montré, par exemple, que la raison mathématique en Grèce, qui va complètement bouleverser la manière de se représenter le monde, eh bien, comme dit Vernant, elle a d'abord été politique. C'est-à-dire c'est l'exigence de l'isonomia, l'exigence de l'égalité, de la mesure, qui a permis de penser les choses en termes de rationalité numérique. Donc ce n'est pas en soi négatif. C'est la manière dont les nouvelles technologies sont utilisées. Elles ne sont pas utilisées pour nous permettre de créer, elles sont utilisées comme moyen de nous informer pour nous faire croire ce que nous devons croire afin d'accomplir ce qui nous est prescrit. Donc, en gros, bien sûr que l'humanité est numérique puisqu'elle bouffe du numérique tous les jours, mais ce numérique-là n'est pas en lui-même négatif. Il n'est négatif qu'à partir du moment où il est au service de certaines valeurs sociales, de certaines valeurs politiques et surtout d'une aliénation, c'est le mot qui est important, d'une aliénation algorithmique des individus que l'on place ainsi sur ce que Deleuze appelle des autoroutes de servitude. Donc je crois qu'il faut que nous puissions exiger qu'il y ait d'autres manières de penser le monde. Et là, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, la fiction, la poésie, la philosophie, etc. Il y a d'autres manières de penser le monde et il faut qu'on créolise aussi nos savoirs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de chasser un savoir et de le remplacer par un autre, il s'agit de permettre une biodiversité des savoirs. L'écologie, c'est aussi une écologie des pratiques sociales. La crise écologique, elle n'est rien d'autre que la part émergée d'une crise anthropologique majeure qui consiste à traiter l'humain et la nature et le vivant comme des instruments de production pour produire des profits. Tu as dit on a besoin d'utopie, et là on en arrive au mot de la fin. Alors c'est pas pour qu'on se rassure, mais je voulais te demander, est-ce qu'il y a une part d'utopie à la fête de l'humanité Oui, il y a une part d'utopie. C'est une utopie, justement, c'est une utopie vivante. Je veux dire, c'est une utopie, c'est comme le festival de mon ami Bernard Luvat à Uzès, c'est une utopie où on créolise le jazz, la philosophie, la littérature, la bouffe, les rapports de copains, etc. C'est justement... Mais quelqu'un qui n'était pas un marxiste notoire, et encore moins un gauchiste, Lévi-Strauss, disait à la fin de Triste Tropique, si on continue à faire comme on fait avec l'humanité, ça sera de la monoculture. Ben justement, on voit bien que le capitalisme nous impose une monoculture dont nous ne voulons pas. Et ce que nous voulons, c'est une diversité du vivant. Et il ne peut y avoir de respect de l'écologie que s'il y a un respect de l'humain. Comment voulez-vous que nous traitions différemment la nature que la manière dont nous avons de traiter les autres et nous-mêmes? C'est là où commence l'écologie. Merci beaucoup Roland Gori, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'espace des Amis de l'Humanité. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Je le rappelle, Roland Gori est au cinéma dans un film qui s'appelle Roland Gori, Une époque sans esprit, et vous pouvez retrouver dans plusieurs librairies, plusieurs stands de la fête de l'humanité, le livre Roland Gori, La fabrique de nos servitudes. Merci Aurélien. Roland Gori. Son livre, Roland, tu vas signer quelques-uns de tes livres là, à la table des Amis de l'Humain. On te met à contribution. Voilà, vous pouvez retrouver les livres de Roland.